déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique et forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme Mali. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour un semaine et puis la Sopamar. Donc aujourd'hui, je suis avec la présidente de l'association. L'association, c'est Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais et sa présidente, c'est Rosalie Gachette. Bonjour. Bonjour Fanny Wa, bonjour tous ceux qui nous écoutent. La Martinique, la France, je sais qu'on est un petit peu regardés partout. Donc bonjour et puis on continue de remercier Monsieur Granier. Et puis notre, j'ai oublié son prénom. Alors c'est Jordan. Jordan qui est là avec nous aujourd'hui. Eh ben, merci pour le travail qu'il fait et puis l'opportunité qu'il nous donne à chaque fois d'être dans son studio pour pouvoir valoriser un petit peu le travail que nous faisons et puis expliquer à la population lorsque nous avons des tensions ou bien des choses qui ne vont pas sur la Martinique. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux sujets. Le premier sujet, c'est un problème que connaissent une centaine de Martiniquais. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement grave. Donc on aurait souhaité justement que vous puissiez découvrir c'est quoi tout ce qui a été créé pour mettre en difficulté des Martiniquais. Donc c'est l'affaire de NP Finance. Je vais résumer en quelque sorte de NP Finance. Nous allons voir dans un deuxième temps la mobilisation que nous avons sur les Salines demain à partir de 9h30. Donc la semaine dernière avec Pascal Tourbillon, on avait parlé de vaches mortes aux Anses d'Arlé. Donc je n'avais pas encore les images. Donc aujourd'hui j'ai les images. Donc on va voir vite fait les images avant de commencer l'émission de ce jour. Donc, est-ce que tu peux mettre les images? Voilà. Donc, en fait, c'est une vache morte qui était près de... où ça exactement? À la station d'épuration des Anses d'Arlé. Voilà, proche de la station d'épuration des Anses d'Arlé. On va voir dans la deuxième image, voilà, un autre angle de cette photo. Et la troisième image, on verra de l'eau, voilà, en repos. Et puis, bon, la vache qui boit. Tu peux vite fait expliquer... Oui. En fait, c'est la station d'épuration qui n'est pas aux normes depuis plusieurs années. D'ailleurs, la KSM a été condamnée pour pouvoir mettre cette station d'épuration en normes. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, c'est toujours pas fait. Donc, précédemment, l'agriculteur, parce que c'est un terrain agricole en fait, l'agriculteur qui perd ses bœufs, ses animaux, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, justement. La première fois, il avait perdu 6 bœufs parce qu'ils boivent l'eau de cette station d'épuration qui n'est pas traitée. Et voilà, donc ils meurent à chaque fois. Et voilà, donc c'est pour cette raison qu'on est dans cette situation. Et on s'étonne un petit peu que l'État n'ait pas encore vraiment verbalisé de nouveau la KSM parce que le tribunal avait donné un délai pour pouvoir se mettre aux normes. Et jusqu'à aujourd'hui, le délai est largement dépassé et nous constatons que les choses ne sont toujours pas faites. Je crois qu'il y a une station qui a été créée, mais elle n'est pas ouverte. Et d'autant plus que le maire de la commune des Anses d'Arlé continue d'urbaniser, de délivrer des permis de construire, alors que précédemment, on lui a demandé de ne plus urbaniser tant qu'il n'aurait pas eu cette station d'épuration. Donc on voit bien qu'on est dans un monde à l'envers et que tout le monde fait un petit peu tout ce qu'il veut dans ce pays de Martinique que nous essayons malheureusement et bien difficilement de protéger. Voilà. Et donc nous allons voir aussi une vidéo parce qu'effectivement, donc il y a à peu près 2 semaines ou 3 semaines de cela, donc il y avait effectivement une vache qui était morte sur le terrain de ce monsieur-là et ils ont enlevé la vache. Mais ce on-là, c'est un adjoint du maire, comme disait Pascal Tourbillon. On va voir les images.
Donc effectivement, nous voyons qu'en fait que finalement ils ont enterré la vache. Mais il faut quand même dire quelque chose, un petit mot sur ce que nous avons vu. Effectivement, nous n'avons pas mis tous les éléments que nous avons, mais le bœuf a été enterré directement sur le terrain alors que c'est interdit. Il y a des normes. Il y a des normes. Donc, on se pose des questions. Si vraiment il y a des administrations en Martinique qui font le travail pour lequel ils sont payés, quoi. Parce qu'en fait, on enterre un bœuf sans l'analyser, etc. Alors que nous avons un troupeau, hein, on ne sait même pas quoi, et puis on se permet d'enterrer ce bœuf-là. C'est pas normal, c'est pas légal. Donc, je crois que c'est le monde à l'envers. Il faut vraiment un coup de fouet. Parce que là, on a voulu s'en débarrasser. On a voulu s'en débarrasser, mais oui, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des normes. On est en France. On a toutes les lois européennes, toutes les lois françaises. En fait, c'est pas nous, à la SOPAMAR, qui avons fait les lois. Nous demandons simplement que les administrations puissent faire respecter la loi. Et le préfet, justement, il est là pour faire respecter cette loi. Il n'est pas là pour autoriser certaines choses. Donc, c'est pour cela qu'à chaque moment qu'il y a une erreur de la part des collectivités, donc on est obligé de lui envoyer un courrier pour que demain, il y ait des traces. S'il y a un souci sanitaire ou bien quelque chose comme ça, on dira qu'au moins la SOPAMAR avait fait son travail. Voilà. Okay, merci Rosalie. Donc on va passer au premier sujet de la journée. Donc c'était juste un rappel par rapport à l'émission précédente que j'avais fait avec Pascal Tourbillon. Donc nous allons parler de victimes, de Martiniquais qui étaient victimes. Donc samedi 8 février 2025, la SOPAMAR a invité de nombreuses victimes parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc ils ont un terrain, ils ont une propriété, ils ont un appartement, ils ont une maison et il s'avère que la maison, il faut l'entretenir. Mais on n'a pas forcément les moyens de pouvoir entretenir une maison. On peut être au chômage ou dans une famille, en couple, un seul membre, un seul parent a un travail. Donc on n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir refaire sa toiture, refaire son électricité, refaire sa plomberie. Et donc il y avait un organisme, en fait il y avait tout un système d'organismes qui permettait à ces personnes-là qui voulaient avoir accès à ces aides-là de pouvoir en faire la demande. Mais il s'est avéré qu'au fil des années, ils ont été, on leur a supprimé petit à petit, en signant un contrat, supprimer leur propre propriété. Ils sont devenus même voire des locataires de leurs propres biens. Donc, on va voir quelques images justement de la journée pendant qu'on est en train de discuter. Donc, c'était au siège de la SOPAMAR qui se trouve à Place d'Armes au Lamentin. Donc, nous voyons, il y avait Maître Monotuka. Donc, d'abord, les victimes ont présenté, ont donné leur témoignage pour montrer ce qu'ils vivent. Voilà, et donc au fur et à mesure, est-ce que tu peux faire défiler les images justement? Donc là, c'est le siège de la SOPAMAR et il y avait une bonne quarantaine, si ce n'est pas une cinquantaine de 56 Martiniquais, voilà. Et il y a une centaine de Martiniquais qui sont victimes. Alors pour que vous puissiez bien comprendre ce problème, alors j'ai préféré que ce soit Rosalie qui soit sur le plateau parce qu'elle connaît bien le dossier. Donc est-ce que tu peux expliquer justement la raison pour laquelle la SOPAMAR a réuni toutes ces personnes-là, d'abord déjà pour ne pas qu'elles soient isolées chacun de son côté, pour que nous puissions être ensemble pour bien comprendre le problème et se battre en solidarité pour régler les difficultés de tous. C'est ça. Alors, le problème de NB Finance, c'est un problème que je découvre avec ma belle-mère qui a été victime de ce dispositif de la loi qui consistait en réalité, c'était un dispositif qui consistait à récupérer les maisons qui sont abandonnées ou en indivis, etc. et de pouvoir les faire entrer dans une SCI et puis pouvoir relouer ces maisons pour des personnes qui recherchaient des maisons qu'ils ne trouvaient pas. Mais est-ce que les gens savaient qu'ils rentraient dans une SCI? C'est ça? Parce que lorsque j'ai écouté c'est le dispositif qui est comme ça. Mais parce que les gens ne savaient pas, parce que selon les témoignages... On n'est même pas au courant aux gens. On est dans le dispositif du Code des impôts 199 UNDECI.
Et il y a eu un dispositif qui a été fait, et puis voilà. Mais je pense qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment de maisons qu'il fallait acheter et puis rénover tout ça. Donc, ils ont détourné la loi, en fait. C'est parce qu'ils ont détourné le dispositif qui fait que le dispositif est un petit peu illégal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je disais, ça commence avec ma belle-mère qui, un jour, m'appelle et qui me dit on lui envoie une taxe foncière de combien d'argent à payer, elle ne comprend pas, etc. Alors, nous, on va regarder. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, elle a une maison, elle est propriétaire de sa maison, elle avait un titre de propriété déjà fait depuis des années, et que elle me dit sur la taxe foncière qu'elle me dit, qui n'est pas domiciliée chez elle, justement, qui est domiciliée à NB Finance, elle me dit qu'on vient de lui envoyer ça et elle ne comprend pas. Alors je lui dis, mais comment ça, tu as une SCI? Et on regarde. C'est quoi SCI? Une société civile immobilière, en fait. Okay. C'est une personne morale. Voilà. Alors que ces personnes-là, le plus souvent, sont des personnes âgées qui ne paient plus d'impôts et qui sont exonérées le plus souvent de la taxe foncière. Et brusquement, eh ben, elle voit effectivement qu'elle est dans une SCI. Alors moi, je commence par chercher les papiers parce que j'aime ça. Et je constate qu'elle a une SCI. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est mon époux qui est son associé. Alors je dis, mais je ne comprends pas. Je suis mariée sur le régime de la communauté avec mon époux. Donc si jamais il entrait dans une SCI, moi je dois signer, je dois donner l'autorisation, etc. Je dis, mais il y a un problème là. Mais il y a un problème. L'époux en question ne savait même pas qu'il était dans une SCI. Non, du tout pas, puisque sa signature a été usurpée, parce que c'est vraiment pas la signature de mon époux. Et là, on commence à faire des recherches et on commence à regarder un petit peu à gauche, à droite. Donc, on dépose une première plainte qui est rejetée. Donc, on est obligé de faire appel de cette décision. C'est quelle année? Ça se passe il y a à peu près 3 ans. À peu près 3 ans. Et l'affaire est en cours, hein, puisque là, on est en train de partir en appel, puisque on a été obligé d'écrire au juge des doyens pour pouvoir faire ressortir la vérité. Et suite à cette vidéo-là, on reçoit des appels à la Sopamar. Alors pourquoi la Sopamar qui défend les terres, c'est bois, c'est de l'eau, c'est la vie? Parce que le foncier en général, c'est le patrimoine du Martiniquais. Et nous, on est le patrimoine du Martiniquais. Et si on n'a plus de patrimoine, un peuple sans patrimoine... Le lieu d'habitation, c'est le patrimoine. C'est ça. Et s'il n'y a plus de terre à protéger, la Sopamar ne peut plus exister. Et si le patrimoine disparaît entre les mains des Martiniquais, eh ben, un peuple sans terre, c'est un peuple qui n'existe pas. C'est ça. Donc, ce qui fait que la Sopamar est obligée, et on reçoit des appels tous les jours, plus de 300 appels tout le temps, même de la Guadeloupe, puisque les Guadeloupéens ont été victimes de ce dispositif aussi. Et qu'est-ce qu'on découvre en fait? En fait, que ces gens-là ont été abordés par des personnes qui passaient chez eux pour leur demander s'ils avaient des travaux à faire. Et puis finalement, comme tout le monde a des travaux à faire sur leur maison, ben, les personnes âgées ont dit oui spontanément. Donc sans pour cela qu'on puisse leur expliquer déjà qu'il fallait entrer dans une SCI, puisque c'est progressivement que les choses... Donc, il y avait un dispositif qui était avec le pacte à l'époque. C'était un dispositif qui fonctionnait très très bien. On réparait ta maison, on ne faisait pas autant de folklore comme on a fait avec NB Finance. Donc, les gens avaient leur maison réparée. Sauf que là, eh bien, pour réparer la maison, en fait, il fallait entrer dans ce dispositif. Il fallait être une SCI. Donc, les personnes, à leur insu, pour la plupart, sont entrées dans des SCI sans savoir ce que c'était qu'une SCI. On a fait entrer bien des personnes, donc le terrain qui est déjà payé dans la SCI. Et le pire dans tout cela, c'est qu'on fait venir des investisseurs, parce que ces gens-là ont des SCI à 10 euros, 10 euros de capital. Et en fait, après, progressivement, eh ben, ces personnes, des financiers, rentrent dans la société, ce qui fait que donc, ils sont associés. Minoritaires, ils deviennent minoritaires de leurs biens. Oui, on a vu dans la vidéo sur Facebook, allez regarder la vidéo sur Facebook du 8 février 2025, le Facebook de la Sopamar, il y a le témoignage justement d'une dame de 5 enfants qui a dit qu'elle est associée à 0,09% de sa société. C'est ça.
Alors, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a une société qui est devenue bailleur social, qu'on appelle Solia, ou qui est devenue CIRES, en fait. Donc, ces gens-là, en fait, récupéraient les sous des loyers et 50 € par mois pour le propriétaire de la maison, mais il y a un autre argent qui rentrait, mais les propriétaires, les vrais propriétaires des terrains ne sont pas au courant puisque aucun document n'arrivait chez eux. Donc ils sont locataires. Ils sont les locataires de leur propre maison et pendant 5 ans, on leur demandait de ne pas le louer. Donc ils savent très bien pourquoi. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils sont propriétaires de leur propre maison, sauf qu'ils ne reçoivent pas, ils sont dans une SCI, il y a des choses qui se passent, il y a des associés qui rentrent, qui ressortent, qui portent plus de 100 000 € d'apport de capital, etc. Mais ces gens n'ont jamais reçu une convocation à une assemblée générale. Donc c'est NB Finance qui a autorité sur tout, parce que dans les actes que nous avons, il signait qu'on donnait procuration à Madame Lovibine à faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc on a des documents, on ne va pas trop en parler, puisqu'on va laisser ça pour le tribunal. Mais en fait, c'est une escroquerie en bonne organisée. Alors, la plupart de ces personnes sont passées par un opérateur pour pouvoir faire les travaux. Eh bien, il se retrouve aujourd'hui que cette société-là est en liquidation. Ça a été liquidé. En 2024. Et quand on regarde bien, eh bien, la personne, le gérant de cette société, c'est monsieur Cédric Bizuet, qui a plus de 100 sociétés en Martinique et qui est justement en difficulté par rapport à des escroqueries qu'il a fait au niveau de chez lui-même en France et qu'il est poursuivi pour cela. Donc, nous constatons qu'en fait, en Martinique, c'est tout ça qui peut avoir au Cabanou. Donc, nous disons que le dispositif, nous ne savons pas d'où ça sort, nous ne savons pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est une belle escroquerie en bonne organisée qui a été faite en Martinique. Et les gens qui sont dans, on ne va pas tout dire, hein, parce qu'on préfère laisser ça pour le tribunal, il y a beaucoup de personnes qui indirectement sont liées à cette escroquerie en bonne organisée, qui est le montage NB Finance. Même les impôts ah oui, il y a des investisseurs qui ont été poursuivis, qui ont même aussi déposé, ils se sont même mis en association pour se défendre, parce que les impôts ont dit non, on ne va pas vous rembourser ce que vous avez versé parce que le dossier n'était pas bien ficelé au départ. Ce qui fait qu'ils sont bien emmerdés avec ça et que les gens sont toujours, les propriétaires sont toujours dans une SCI et jusqu'à présent, ils ne peuvent pas récupérer leur maison. Donc, si on mort, si on est en bagaille, donc ça c'est problème, ça c'est quoi, c'est ce que nous avons supposé, quoi, tu vois. Donc, en fait, on dit que on a reçu le député Nulor et on lui a expliqué qu'il était là justement le jour de la réunion. On a reçu le député Nulor, on en a parlé aussi avec le député William. Donc on a parlé aussi avec le député Marcelin Nadeau. La seule avec qui on n'a pas encore parlé, c'est Béatrice Bellé. Donc elle n'était pas là pendant la période où on recevait les députés. Donc on a été reçu aussi par monsieur Marc Vizy, que le gouvernement a envoyé en Martinique pour s'occuper du foncier. On n'y compte pas trop parce que quand on constate que c'est des gens qui sont presque à la retraite qu'on envoie pour nous en Martinique, on dit que c'est pour noyer le problème en fait. Et c'est pour cette raison que la Sopamar est vent devant pour pouvoir permettre que ces choses ne puissent plus s'arrêter et ne puissent plus avoir lieu. Parce qu'en fait, ce sont des détournements de fonds publics, ce sont des détournements, parce qu'en réalité, s'il y avait un dispositif comme le pacte, on aurait pu carrément réparer, faire des travaux pour les personnes âgées, comme ça. D'autant plus que beaucoup n'ont pas eu les travaux faits. Et donc, à quoi ça servait de pouvoir mettre en place un tel dispositif? Alors, si vous êtes concerné par ce dispositif, vous pouvez contacter la Sopamar, donc par email à sopamar, @orange.fr. Autrement, vous pouvez aussi appeler lundi à partir de 18h ou venir sur place, aller voir Marina pour que vous puissiez vous inscrire, pour
pour la plainte collective, parce que c'est une plainte collective qui est faite. Qui est en train d'être mise en place. Et il lui reste à peu près une dizaine de jours pour pouvoir terminer, pour pouvoir venir nous voir, en fait. Et puis, il y a Véronique Pamphile aussi, qui est pour le Nord, voilà. Avec son équipe qui s'occupe des personnes du Nord. Donc, ils n'ont qu'à aller à la maison des aidants, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous avez un voisin, une voisine, un parent, demandez-leur de contacter la Sopamar, Véronique Pamphile dans le Nord, Marina pour le Sud et à Sopamar. Donc, il reste une dizaine de jours. Donc, c'est vraiment important que vous contactez la Sopamar pour une plainte collective. Voilà, pour que nous puissions être forts. Donc, lors de la réunion, il y avait des victimes de Rivière-Pilote, Morne-Rouge, Lorrain, Basse-Pointe, Saint-Joseph, Lamentin, Sainte-Marie, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Marigot, Rivière-Salée, François, Ducos, Fort-de-France, Gros-Morne. Donc, c'est sur toute la Martinique, c'est sur tout le territoire qu'il y a eu ce dispositif. On va voir l'image à l'écran. Donc, en fait, c'est un document justement qui vous dit si vous voulez bien réhabiliter, si vous voulez avoir une aide de réhabilitation, voilà. Donc, votre maison mérite d'être rénovée. Donc, on va voir... Social, ça. Oui, l'opérateur social. Est-ce qu'on peut voir l'image suivante? On invite les gens à taper sur Google Mon Ami, voilà. La société, l'opérateur, et puis ils vont trouver comment ça, Cédric Bissuet. Donc, vous allez voir qui c'est, et puis vous allez voir avec... Alors, lorsque vous voyez ici, votre maison mérite d'être rénovée à hauteur de 50 000 € de travaux. Ouais. Donc, ne payez que 50 € par mois pendant 5 ans. Lorsqu'on n'a pas les moyens, voilà, et puis profitez-vous aussi de la défiscalisation sociale, donc la publicité qu'on en fait. Donc, lorsque vous voyez cela, et qu'effectivement vous n'avez pas les moyens, voilà, ben, vous y allez, 50 € par mois, c'est abordable. Voilà, on continue. Est-ce que tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, on dit contactez votre conseiller Sébastien Nissens, je ne sais pas si je le prononce bien, l'opérateur partenaire social. Voilà, on entend l'opérateur partenaire social. Donc, ça met en confiance. Les personnes. Et puis, il y a le logo de l'ADEAL, il y a le logo de les CCAS, tout ça, qui vous aident, les partenaires. Donc, ça vous met réellement en confiance. Est-ce qu'on peut voir la page suivante, s'il te plaît? Voilà, merci. Alors, ne payez que 50 € par mois pendant 5 ans. Et puis, il y a les conditions. Est-ce que tu peux mettre, pour les conditions, il faut être propriétaire. Donc, je prends mes notes, parce que là, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Donc, il faut être propriétaire de la maison ou de l'appartement. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme condition? Voilà. Vous êtes propriétaire de la maison et du terrain. La construction a plus de 20 ans, vous l'occupez personnellement. Il n'y a pas de crédit, d'hypothèque ni de bail en cours sur le bien. Et vos ressources ne dépassent pas les plafonds suivants. Donc, pour une personne seule, en couple, une personne à charge et plus, voilà, etc. Donc, en fait, et j'ai vu aussi qu'il y a un témoin qui a dit qu'elle s'est rendue compte que sa maison était hypothéquée. Donc, en fait, lorsqu'on écoute les témoignages sur la vidéo qui a été faite le 8 février, on se rend compte vraiment que ces personnes-là sont en souffrance. Et donc, il y a même des personnes handicapées. Autrement, il y a une dame aussi qui disait qu'elle se rend compte que une parcelle de terrain ne lui appartient plus non plus. Donc, en fait, il y a vraiment des aberrations. Donc, on vous invite à contacter la Sopamar. Donc, on va maintenant commencer le deuxième sujet de la journée et on parlera des salines. Donc, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, l'image, Jordan, de la mobilisation qu'il y a ce samedi. Donc, mobilisation à Sopamar. Donc, ça se passe aux salines à Sainte-Anne. Non à la privatisation des salines. Rendez-vous à 9h30 ce samedi 22 février. Donc, c'est demain à l'entrée des salines. Donc, le domaine public, et ça on tient à le dire, le domaine public maritime appartient au peuple. Trop longtemps, nous avons laissé faire. Aujourd'hui, nous disons non, non, non. Littoral, c'est à nous toutes.
Voilà. Est-ce que tu peux, là je te laisse parler parce que c'est toi qui connais très bien le dossier, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe aux Salines? On entend parler d'expropriation, c'était mardi, voilà, mardi on a entendu parler d'expropriation. Donc qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, le problème des Salines vient du fait que l'État a laissé faire avec la complicité de beaucoup de personnes. Parce que l'État sait très bien qu'il est propriétaire du domaine public maritime, donc ce qu'on appelle les Salines. Et bizarrement, les documents que nous trouvons aux archives départementales ou bien que présentent certaines personnes, ce sont des documents qui ne relatent pas la réalité. On va commencer par le début parce qu'on va dire que sur le site des Salines, en fait, il y a eu des personnes qui avaient construit des maisons, des petites maisons près de l'étang des Salines, comme la famille Surena. Mais en fait, ça existe depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Puisque tout le littoral était occupé par des Martiniquais. Voilà, après l'esclavage, donc ils se sont installés en bord de mer, etc. Tout donc, à fait. que ce soit Robert et tout, il y a eu des installations de Martiniquais sur ces zones-là. Tout à fait. Alors, les Surena aussi étaient sur le terrain avec d'autres personnes. Donc, on rappelle, c'est le grand-père, oui. Monsieur Haussmann du Quesnay, tout à fait. Voilà, qui est né en 1848, non, qui est présent sur le site depuis 1848, je crois. Il ne faut pas dire ce genre de choses-là, parce que comme il est né à ça, on va faire l'historique de ce dossier, en fait. Donc, on a la famille Surena, puisque ça part avec la famille Surena, qui sont là depuis bien avant 1980, comme on le dit, parce que nous avons toutes les preuves qui disent qu'il y avait l'eau, il y avait des dossiers, il y avait des documents qui s'échangeaient entre le Béquet qui réclame le site. Le Béquet, c'est qui? De Gentil, monsieur de Gentil qui réclame le site, et la famille Surena, et la mairie de Sainte-Anne aussi, et le PNM. Donc, parce que nous n'oublions pas que ce site est classé Ramsar par l'ancienne mandature García Malsa, et ce qui est une très bonne chose, sauf que personne n'a voulu aller dans la propriété, l'origine de la propriété pour savoir qui était propriétaire. Alors nous savons très bien que personne ne peut être propriétaire du DPM. Et j'ai avec moi un document qui relate du domaine, qui explique ce que c'est que le domaine public maritime, qui est constitué pour l'essentiel des terrains historiquement recouverts par la mer, mais dont elle s'est retirée. Et c'est exactement le cas, ainsi que ceux encore immergés compris entre le rivage de la mer et la limite des eaux territoriales, dans les régions des départements d'outre-mer, inclut également une bande de terre terrestre de plusieurs dizaines de mètres, etc. Ce qu'on appelle les 50 passes géométriques. Voilà. Pris dans son ensemble, elle représente une surface estimée à plus de 100 000 km. Donc, on voit bien qu'on est dans le domaine public maritime. Et puis, on voit que c'est composé de ces étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, des laits et des relais de la mer, etc. Donc, on est vraiment dans le DPM, sur le domaine public. Et ce domaine-là, il est inaliénable, imprescriptible, inviolable et il est encore sacré. Et seul l'État ne peut être propriétaire de tel domaine. Il est d'autant plus sacré que c'est un site Ramsar. Que c'est un site Ramsar. Mais en fait, il y a l'usine du Marin qui revendique depuis un certain moment, et pas dans les années qu'on veut nous faire croire, parce que, vous savez, lorsque vous avez... L'usine du Marin appartient à M. de Gentil. Tout à fait. Okay. Maintenant, depuis 1974, en fait, par rapport à la création, j'ai son cabis ici, là. Donc, il y avait quand même l'usine du Marin qui existait avant 1896, mais cette usine a fermé. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, historiquement parlant, il y avait une crise sucrière, et après la crise sucrière, les usines ne pouvaient pas tenir, donc les usines ont fermé. Donc ça, c'est une autre usine qui a pris naissance là. C'est pas la même usine. Mais on veut nous faire croire beaucoup de choses. Mais je vais y arriver, en fait. Alors, pourquoi aujourd'hui on appelle à la mobilisation? Parce que nous avons eu un passé à l'étang des Salines par rapport au projet de la Zatanama.
Et aujourd'hui, on voit que On rappelle, Azatanama, c'était un projet touristique de créer plus de 1000 chambres d'hôtel, golf, bus hélicoptère, etc., voilà. bateaux. Ils voulaient etc. faire tout ça aux Salines. Et aujourd'hui, si les Martiniquais peuvent aller aux Salines, c'est grâce à la SOPA Sud qui existait à cette époque, puisque la SOPA Mar n'était pas encore créée. C'était la SOPA Sud avec tous les riverains, toutes les bonnes personnes des Salines, de Sainte-Anne qui se sont mobilisés. Et là, sur ce coup-là, on leur tire on leur dit merci, parce que si aujourd'hui on peut aller aux Salines, si on peut laisser quelque chose pour nos enfants, c'est grâce à eux. Et aujourd'hui, c'est le même problème en fait. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas terminée. Mais l'histoire est truffée de mensonges, de mauvaises vérités et de falsification de documents. Et on a modifié, non pas seulement l'histoire des Salines, mais on a modifié toute l'histoire de la Martinique. Je vais prendre un petit exemple et je vais refermer la parenthèse. Lorsqu'on regarde le journal officiel, ah oui, en parlant de journal, aujourd'hui aux archives, quand on va aux archives, on ne trouve que le plus souvent des torchons. Parce que tu parles des archives, c'est les archives départementales. Ou bien la publicité foncière. On trouve des titres comme c'est des torchons, des choses qui ont existé après 1956, sont déjà illisibles. On ne comprend pas, comme si quelqu'un veut cacher quelque chose et supprimer tout ce qui existe. Or, le journal officiel de la France, là, dans les temps des colonies, tout est bien fait. J'en ai là, par exemple. Et je l'ai ramené, ça c'est pour l'histoire des Salines, justement. Quand on regarde ça, c'est très bien fait. Quand on regarde, ah oui, mais je ne sais même pas, c'est derrière qu'il faut que je regarde. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Là, comme ça. Quand on regarde ça, on voit que c'est bien fait. Quand on regarde le journal des colonies, on le grandit, on voit ce qu'il y a dedans, c'est bien fait, il n'y a pas de rature. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on trouve aux archives départementales, le plus souvent, il y a des ratures, il y a des traits, il y a comme si rien n'avait existé. Alors qu'on est dans la dématérialisation. Et là, justement, c'est un cri d'alarme que je... Et là, c'est imprimé, hein. Là, c'est tapé, imprimé, c'est propre, c'est net. Je suis très en colère parce qu'on n'avait pas la méthodologie, on n'avait pas comment dirais-je, les outils nécessaires pour pouvoir scanner, etc. Les documents sont toujours bien faits en 2025. Or, nos propres documents de maintenant sont illisibles. Alors, on se dit, de qui on se moque? De qui on se moque? Je reviens à l'histoire des Salines. Alors, les Salines, en fait, tout le monde dit Saline Blondel, mais en fait, c'était Saline Dillon. Les premières personnes qui étaient là, c'était Saline Dillon, et c'était Madame Dillon qui possédait les Salines, Fanny Dillon. Et à la mort de Fanny Dillon, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu son mari qui était le général Bertrand, qui revient en Martinique pour régler la succession. Où est-ce que tu as eu ces documents-là? Les documents existent, mais il faut les chercher, mais c'est tellement fouillis, il faut les chercher règle à règle. Alors c'est Fanny Dillon, et son mari qui revient en 1836. Et je dis ça parce que c'est très important de parler des Salines Blondel, Saline Dillon, c'est la même chose, en fait. Et quand on regarde bien, à la mort de Fanny, son mari revient pour faire la succession des terres. Sur ces terres-là, il y avait 250 esclaves. Et dans le collectif Justice a déposé une plainte, il parle de l'esclavage sur ce site-là, justement. Une plainte qui est déposée, justement, pour escroquerie au jugement. Une plainte qui est déposée contre tous ceux qui ont falsifié l'histoire, en fait, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas étudiée, comme d'habitude. La SOPA Mar aussi a déposé des plaintes. Et je vais revenir sur les plaintes de Collectif Justice et de... Je rappelle, Collectif Justice Martinique, le président, c'est Hervé Pinto. Tout à fait. Et quand on regarde bien, alors, dans un titre de propriété, il y a ce qu'on appelle la chaîne des titres. C'est-à-dire que c'est comme une chaîne qu'on a et puis il y a des maillons. Et s'il manque 2-3 maillons, la chaîne, elle est... coupée. Mais c'est l'histoire aussi, du terrain. Sauf qu'aux Salines Blondel, là, aux Salines Dillon, la chaîne, elle est coupée. On n'arrive pas à reconstituer la chaîne. Elle est coupée à quel moment? Elle est coupée après Fanny Blondel, après Fanny Dillon. Dillon, oui. Après le général Bertrand. Elle est coupée parce que je vais te donner en 1839, il s'est reporté, il y a eu une vente aux enchères. C'est avant l'abolition de l'esclavage. Voilà. Il s'est reporté acquéreur en 1839 et il a racheté Saline Blondel, Saline Dillon.
Et quand il a acheté Salines Dillon, il est reparti en France. Donc les salines sont restées là, les terres sont restées là. Il y avait 250 esclaves, mais les esclaves n'avaient pas d'argent, donc ils n'ont pas pu acheter. Donc ils se sont un petit peu mis un petit peu partout, etc. Donc les terres sont restées là. Donc les terres sont restées là, et puis on nous raconte qu'en 1896, je crois, je vais regarder, en 1895, on nous dit que par le livre de la colonie, là, le 19 janvier 1985, j'aime bien montrer. Alors, la vente aux enchères qui était faite, alors j'ai laissé l'autre à la maison, la vente aux enchères qui était faite, c'était la licitation qui donnait l'habitation à la comtesse de Dillon, Fanny Dillon, d'accord? Donc, c'était ça. Donc, on voit qu'il y avait quelque chose qui était fait pour la comtesse de Dillon. Et après ça, donc son mari a récupéré les terres et il les a récupérées le 19 janvier 1895. Voilà, comme j'ai grossi là, j'ai remis la mise en vente de l'habitation Salines Dillon pour 15 000 francs. Suite à la saisie, 2000, et voilà. Donc, et là, c'est Émile Bougenot qui achète ces terres-là. Bougenot, en 1895. Et après Bougenot, en fait, l'histoire, elle est perturbée et la chaîne est rompue. On ne sait plus qui est dans cette histoire-là. Après Bougenot, que tout le monde connaît, justement, Émile Bougenot n'a rien vendu à qui que ce soit. Sauf qu'on retrouve une seule vente aux enchères qui est faite en 1911, mais dans la vente aux enchères, alors que j'ai ramené là aussi, j'ai ramené les documents de la vente aux enchères de 1000. Alors, il y a le journal officiel, c'est leur journal, hein, c'est pas moi. Hein. C'est et c'est bien fait, hein, c'est pas comme les archives départementales. Et on a justement l'histoire là, on a la vente aux enchères de 1911, mais voilà, c'est ça. Voilà, on a la vente aux enchères, donc si vous voulez regarder, on a la vente aux enchères de 1911, sont rendus exécutoires, etc., etc. Donc les contribuables, donc il y avait à cette vente aux enchères 38 lots. Et après ça, alors qu'on est dématérialisé, que tout normalement devait s'enchaîner, il y a une coupure de cette chaîne de titres, et pour tromper la vigilance de tous les historiens, de tout le monde, et on n'a plus rien. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait? Qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de nous dire ce qui s'est passé dans la vente aux enchères de 1911, où il y a eu 38 lots dits par le journal officiel, il y a eu 38 lots, je ne suis pas historien, mais je lis. Il y a eu 38 lots, il y a eu une coupure de la chaîne, personne ne sait ce qui s'est passé. Après Bougenot en 1895, on va nous donner, pendant que les Surénas sont en train de se défendre au tribunal, parce qu'il y a eu quand même... Ils ont gagné la première fois, hein, les Quelle année pour les Ça a commencé depuis celui-là que j'ai là, c'est 2021, mais il y en a plusieurs. Et le dernier qu'ils ont là, c'est le tribunal administratif, et je vais vous expliquer pourquoi le tribunal administratif. Alors, pendant que les Surénas... Excuse-moi, alors 1911... Donc, il y a eu une vente aux enchères avec 38 lots. Et on ne sait pas ce que sont devenus ces 38 lots. Et à partir de quel moment les choses réapparaissent, en fait? Mais en fait, voilà les 38 lots. Voilà, c'est ça, hein, regardez, c'est ça. Tout est là, hein. Tout est là. Donc, ceux qui veulent... c'est très difficile de les trouver parce que, voilà, mais si vous voulez, vous n'avez qu'à m'écrire, je vais vous les envoyer, ok? Donc, sinon, l'histoire dit qu'il y a eu une vente aux enchères. Alors, un grand vide. Alors, il y a eu 1895, Bougenot qui arrive, et nous avons le livre des colonies, là, effectivement. Et après Bougenot, il n'y a plus rien, et on a une vente aux enchères qui revient en 1911, et il y avait 38 lots, et dans ces 38 lots-là, on ne sait rien. La chaîne est coupée, elle est brisée, et on ne trouve pas les éléments, ni aux archives départementales, ni chez personne, pour pouvoir dire, bon, que sont devenus ces terres, à qui appartiennent les 38 lots, etc., etc. Sauf que... Mais ces 38 lots-là, ils sont sur le domaine public, hein? Ils sont sur le domaine public. Voilà. Faut le préciser. C'est ça. Ils sont dans ce faux titre-là. Alors, quand les Surénas, pour revenir au pourquoi la Sopamar est obligée de dire que ni les Surénas, ni des Gentils n'est propriétaire des
du DPM, parce que personne ne peut devenir propriétaire du DPM. C'est ça. Et que l'histoire aussi dit que personne ne peut être propriétaire. Ça appartient au roi. Alors, en première instance, en fait, la famille Surena a gagné le procès, pratiquement. OK? C'est quelle année? 2021. 2019. Ça, 2019. Et il y a eu des appels qui ont été faits. Et ce monsieur va présenter un titre de propriété. Voilà le torchon qu'il va présenter. Après... Pendant le procès, il n'y avait pas de titre. Hein? Déjà, il n'y avait pas de titre par rapport à Satanama, mais on ne va même pas entrer dans ce dossier-là. Mais il va présenter ce torchon-là. Regardez comment le journal officiel qui date de 1800, on peut lire, on peut comprendre ce qui est écrit. Même le truc de la colonie aussi. Même le truc de la colonie. Regardez, même le truc de la colonie. C'est bien écrit, bien organisé. Etc. Mais nous, on est dématérialisés, on est tout. Regardez le torchon que l'usine du Marin présente pour être un titre de propriété. Mais, cher Martiniquais, je vous invite à lire ce qu'il y a dans le titre, mais je vais vous dire deux choses. Alors, il n'y a pas qui est-ce qui a fait la transcription. Ah oui, ce n'est pas un titre, hein, c'est un cahier des charges d'une vente aux enchères. C'est un cahier des charges qu'il présente, donc c'est pas valable. Et même si je regardais pour voir si je trouvais le jugement du tribunal de grande instance dedans, on ne va pas trouver. Donc, on est en 1911. Hein? Alors, habitation pour Saline Blondel, il y a en volume, donc il y a créé en volume. Et puis, bizarrement, il a commencé du 1er avril 1911. Attends, pourquoi il y a Dillon et Blondel? Ils ont donné deux noms, il y a Dillon et Blondel. Mais pourquoi Blondel? Bon, parce que après, ils ont mis... Blondel, c'est qui? C'était la usine. Voilà, ils ont dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Rougi, Baudel, quelque chose comme ça. Je l'ai là. Oui, mais c'est le même site, on est sur le même site. Et peu importe qu'on prenne celui-là, on se retrouve au même endroit. Alors lui, il va dire que c'est monsieur Louis-François Roland. Alors, il y a une vente aux enchères, alors pour des biens vacants. Et après, on parle de succession de la personne qui vendait les biens vacants. Alors, il va dire que c'est à la requête du curateur aux successions de biens vacants de la colonie. Donc, si c'est bien vacant de la colonie, c'est bien vacant de la colonie. Comme tel saisit la succession vacante de M. Louis-François Roland et M. Biro d'Emery et celle aussi vacante. Mais ces gens-là n'existent pas dans l'histoire de ce site-là. Et quand on regarde bien, par exemple, on va voir M. François Roland, Léonard Biro. Quand on regarde, on cherche qui était ce monsieur, l'histoire, la généalogie de ce monsieur, il est décédé pendant l'éruption de 1902 à la montagne Pelée. Donc c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, mais en 1902, donc en 1911, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là et son nom ne figure nulle part dans l'histoire de l'habitation des Salines. Donc on est à... Et puis ce qu'il y a à l'intérieur, c'est non, sincèrement, mais c'est... Oui, j'ai vu que tu as beaucoup de notations fluo, soulignées. Oui, il y avait déjà l'avocate même qui défendait les Surena m'a dit, tiens, bon courage, hein, parce qu'elle-même, elle a vu que c'était un torchon. Et il dit, mamie, le mensonge, c'est un torchon. Mais c'est un torchon, ça. Le truc n'a pas de queue, n'a pas de tête, n'a pas de sens. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui a pris ça, qui a réécrit un titre. Et ce n'est pas un titre, c'est un cahier des charges de vente aux enchères. Alors pour moi, ça c'est le cahier des charges de la vente aux enchères des 38 lots annoncés de 1911, annoncés sur le journal officiel, qui reste introuvable jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc les Surena ont gagné la procédure, voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi aujourd'hui les CRS vont exproprier, expulser, faire partir? Est-ce que tu as compris? Parce que je veux bien que les gens comprennent que quand on dit que Surena ne peut pas être propriétaire déjà du DPM, parce que c'est du DPM, oui, c'est ça. Mais le titre, il est faux. C'est pas un titre. De toute façon, c'est pas un titre. C'est un cahier des charges, il n'y a pas le jugement avec. Ils ont essayé de mettre un tas de trucs, mais on voit bien l'écriture. On connaît cette écriture-là. Hein? On connaît cette écriture-là. Donc, et puis ça, là, comme ça, là, c'est un manger-cochon. Et le cachet qui est dessus, c'est à qui? C'est parce que c'est passé devant le tribunal. Ok. Donc, c'est le tribunal. Mais il n'y a pas d'autres... c'est ce qu'il a présenté au tribunal pour dire. Donc, c'est là, je suis venue avec ça pour dire
Le cachet qu'on voit là, c'est le tribunal, ce n'est pas... C'est l'avocat quand il présente le dossier au tribunal. Donc, ils mettent des pièces jointes. Pour valider. Et ils mettent le pièce jointe numéro. Donc, ça, c'était la pièce jointe numéro. Mais ça a été réalisé par qui, ce cahier des charges? Ce cahier des charges, il y a bien un nom qui dit... Non, il pas ni non. Il pas ni non. Mais normalement, logiquement, juridiquement, qui rédige la transmission, ou bien il faut avoir un témoin, il faut avoir la signature de... Pas tellement ça, mais c'est l'acte qui est retransmis, doit être retransmis par un notaire ou bien par quelqu'un. Et c'est pas signé par un notaire, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Ok. Donc, il n'y a rien. Et puis, la chaîne de ce titre-là, ça ne correspond à rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire entrer ce titre dans la généalogie, dans l'historique des Salines. Donc, les noms qu'il donne là, et puis je viens de dire sur ce monsieur-là, même s'il n'y a pas de date de naissance, mais nous, on a été rechercher un petit peu, ce monsieur est mort à l'éruption. À l'éruption de 1902. Voilà, c'est de la montagne pelée. Donc, nous, on se base sur les documents qui existent de la colonie. Ce sont des documents. Et je suis allée sur le protocolaire, c'est un journal socialiste aussi. On trouve des éléments. Je crois que c'est Béatrice Bellé maintenant qui est socialiste, donc elle pourra nous donner des éléments. Voilà, d'entendre de ça. Donc, il y avait des documents qui existaient, qui sont très très difficiles justement à retrouver sur Internet si on n'est pas passionné. Sauf que, par exemple, juste une parenthèse, le seul directeur que l'on trouve qui est nommé par le journal officiel de l'usine Saint-James, c'est M. Plesdin Laurent-Pierre. Or, M. Plesdin Laurent-Pierre n'est dans aucun document en Martinique. Et c'est le seul que le Gallica, si vous voulez, reconnaît comme directeur. Le journal officiel. Le journal officiel reconnaît comme, et il était salarié, mais ayant été le directeur de l'usine Saint-James, c'est M. Plesdin Pierre Laurent. Et il a disparu de l'histoire même de l'usine Saint-James. Pourquoi? À quel moment, pourquoi on ne met pas que ce monsieur était directeur, quel a été son rôle, etc. On a mis des pointes à la place, mais il n'était pas directeur, ce monsieur. Le seul que la colonie connaissait, c'était M. Plesdin. Okay. C'est grave, ça. Des Martiniquais qui ont eu des postes, qui ont fait des choses et qui, leurs noms ont complètement disparu dans l'histoire qu'on nous présente aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut vraiment remettre de l'ordre dans l'histoire des Martiniquais. Alors, il nous reste 7 minutes. Seulement. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. Mais demain, de toute façon, on sera sur le terrain. Vous pouvez venir demain, venez nous rejoindre demain. Comme ça, vous allez bien comprendre la situation. Il y aura le Facebook en direct. Comme ça, vous allez suivre le live. C'est ça. Donc, l'expulsion. Pourquoi? Expulsion, expropriation, c'est quoi? Voilà, en tous les cas, il y avait une quantité de CRS. Parce que comme ce monsieur a présenté un faux titre au tribunal et que le tribunal a validé, or, ce qui était débattu devant le tribunal, c'était pas la propriété. Il a dit qu'il a, alors en 1992, alors que monsieur Surena est sur le terrain depuis avant 1980, les Surénas sont là bien avant 1980, et dans le jugement là que j'ai là, Monsieur de Gentil même dit que les Surénas sont là depuis 1952. C'est pas moi qui le dis, c'est le jugement qui le dit. D'accord? Bien. Il y a des factures, il y a l'eau, il y a... Il ne présente pas les factures de 1952 parce que lui-même, il n'était pas là en 1952. Il est arrivé même en 1980 après Monsieur Surena. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il reçoit un courrier qui lui demande d'expulser certaines personnes. Et c'est de là que tout part. Et là, il se croit propriétaire. Et c'est après ça qu'il va faire le titre pour lui. Et puis, ce qui se passe, c'est que en 1992, c'est vrai que Surena a une part de responsabilité quand même, hein, parce que il n'aurait pas dû signer un protocole avec Monsieur de Gentil. Donc, il a signé un protocole avec l'usine du Marais. L'usine du Marais qui n'est pas l'usine du Marais d'avant, hein, qui est l'usine du Marais de maintenant. Il faut faire très attention, hein. Donc, c'est deux entités totalement différentes. Tout à fait. Voilà. Donc, il a signé... Il y a une qui n'existe plus et celle qui est en cours. Il a signé un protocole qui lui dit, il va louer le DPM. Il va louer 250 mètres carrés. Mais lorsqu'il dit louer, ça veut dire qu'il déclare que... Oui,
il déclare monsieur, oui, il dit qu'il va louer pour le monsieur. Donc le monsieur a commencé à payer quelques loyers. Et puis finalement, comme il y a eu le projet de site Ramsar, donc le PNM a commencé à exproprier ce monsieur. Donc M. Surena aussi a arrêté de payer. Et quand M. Surena a arrêté de payer... C'est quelle année le site Ramsar? Je n'ai pas la date exacte. Hein. Je vais vérifier, puis je préfère ne pas te dire pour ne pas... Dire de bêtises, oui. Donc, alors le site Ramsar, l'État va exproprier M. de Gentil, et je ne sais pas pourquoi l'État s'entête à vouloir exproprier M. de Gentil, parce que M. de Gentil n'est pas propriétaire. Lorsqu'on exproprie, ça veut dire que la personne est propriétaire. Oui, et puis on lui donne de l'argent. Et voilà, et on le dédommage. Mais lorsqu'on expulse quelqu'un... Alors, l'expulsion vient du fait que Il y a aussi les occupants. Attends. L'expulsion vient du fait que M. de Gentil a gagné la deuxième partie, parce qu'il a présenté ce faux titre-là que le tribunal a validé. Or, c'était une question de loyer qui était débattue. Comme quoi, comme il n'a pas payé, il a loué pour le monsieur. Le monsieur a dit qu'il ne paie plus parce que, entre-temps, l'État avait exproprié, etc. Et l'État a perdu, puisqu'il a fait appel, etc. En vraiment jeu cochon. Donc, ce qui fait que il n'a pas payé. Donc, comme il n'a pas payé et que M. de Gentil veut récupérer toutes les salines, parce que c'est... Alors, les colonies, c'est 116 hectares. Je précise, hein, c'est tas tout le monde. Oui, c'est pas tas de gentils. C'est ça. C'était 116 hectares. Hein, c'est 116 hectares qui étaient dans tous les documents des ventes aux enchères de la colonie, etc. Donc, comme il veut récupérer le site... Il veut prendre, c'est pas récupérer. Il veut prendre, oui. Il veut prendre son site. C'est prendre. Il veut prendre son site. C'est pas taillé. Alors, il va demander, et puis que le tribunal dit, bon, finalement, et qu'il est propriétaire avec ce faux titre-là. Donc, ce qui fait que l'État va dire, bon, M. Surena doit partir finalement parce qu'il a un titre. Donc, les Surena vont dire, non, il y a eu le préfet. C'est très important parce que le collectif justice a joué un rôle important. Comme il a compris et qu'il avait déposé plainte pour escroquerie au jugement, parce que c'est une escroquerie au jugement, hein, parce que c'est pas la propriété qui était débattue devant le tribunal, c'était juste une question de loyer. Donc ils sont entrés dans la propriété pour pouvoir remettre la propriété entre les mains de M. de Gentil. Donc le collectif justice va rapidement pour pouvoir déposer une plainte. Donc voici la plainte qui a été déposée par la famille Surena, c'est le collectif justice qui a fait la plainte, qui explique tout dedans, comment ils ne peuvent pas être propriétaires du DPM. Et au lieu d'ouvrir la plainte a été déposée, je peux te dire, depuis 2023. Alors, il a été voir ça avec le sous-préfet du Marin. Donc, le sous-préfet du Marin qui a compris tout de suite, dit, ok, d'accord, parce que là, il y a un problème, effectivement, il faudra qu'on ouvre pour regarder qui est propriétaire réellement, etc. Et il arrête tout. Mais le nouveau préfet qui est arrivé, donc il ne connaît pas encore le dossier, et de Gentil en profite, il va au tribunal administratif et il dit, attention, vous devriez exproprier les Surena et vous ne voulez pas le faire. On parle de Desplanques. On parle de dernier, là, je ne connais pas encore son nom. Il vient juste d'arriver. Voilà. C'est Desplanques, donc lui, il ne sait pas, il rentre dans son combat sans bâton, c'est comme ça. Et puis il va et puis il dit au tribunal, bon ben voilà, ok, je n'ai pas... Il ne connaît rien, tout ça, et puis il connaît pas, il exécute des ordres. Il ne sait pas s'il y a des plaintes, il ne sait pas si c'est à lui, si c'est pas à lui. Le béquet dit qu'il est propriétaire, donc voilà, et puis donc c'est de là que naît l'expulsion des Surena. Donc on répète une fois de plus pour que tout le monde puisse l'entendre. La Soupamar n'a jamais dit que les Surena étaient propriétaires des terres. La Soupamar dit que ni les Surena... On va voir justement dans l'affiche. Voilà. Ni M. de Gentil ne peuvent être propriétaires des temps des salines. Ils n'ont pas de titre de propriété. C'est du DPM. Et puis, il faut régler la chaîne de titres de propriété, remonter jusqu'à Bougenot pour voir après ce qui s'est passé et retrouver la vente aux enchères qui s'est passée en 1911, parce que ça parle de 1911. Ça parle bien d'une vente aux enchères de 1911, mais on n'a que le cahier des charges et que c'est un torchon. Et la chaîne qui est dedans qu'on nous raconte, l'histoire qu'on nous raconte dans cette chaîne-là n'est pas l'histoire que raconte le journal officiel, ni le Gallica, ni les colonies. Donc il faudrait que la personne qui a fait ce torchon-là
plus pouvoir. Est-ce qu'il a dormi bien en passant? Ouais. Donc, on remercie KJM, le collectif Justice Martinique, avec le président Hervé Pinto. Vous voyez comment il est important de soutenir la SOPAMAR, de soutenir KJM, parce qu'on protège le patrimoine martiniquais. Le DPM, le domaine public maritime, n'appartient à personne, c'est à tout le monde. Le littoral, c'est à nous toutes. Ouais. D'autant plus que c'est un site Ramsar. Oui. C'est pas une propriété privée, il n'y a pas de titre de propriété. Monsieur le député, monsieur le préfet, c'est à nous toutes, c'est pas de gentil, etc. Rapidement, pour dire, Martiniquais, nous attendons demain pour démontrer que nous sommes d'accord et puis travailler là parce que c'est les salines nous avons protégé, Bazot qui là, mais les autres, parce que c'est tout le monde aime plage là, 200 hectares là comme ça, qui a venu ta monde, ce n'est pas possible et tolérable. Nous ne pouvons pas accepter ça. N'entrons pas dans des détails à savoir Surena, pas Surena. On vous a déjà dit ni l'un ni l'autre. Après, nous pouvons régler les problèmes, nous. Mais pour le moment, il est inadmissible que quelqu'un dise qu'il est propriétaire des salines. Ce n'est pas possible. Alors, nous attendons demain à Neveldimi, à l'entrée des salines, qu'on la SOPAMAR, on a toujours l'habitude. Ça nous besoin, c'est présence d'autres. Que tout le monde a, tout ça qui d'accord, et puis protection, les plages, tout ça, puisque c'est Bazot, même nous, qu'a fait, hein, parce que moi-même, je ne peux pas dire des plages. Mais Bazot, nous attendons demain, si Dieu veut, à 9h30. Il faut que nous montrions que nous, d'accord, protéger, nous et garder ça qui est à nous. Et c'est un combat quand même qui a commencé il y a 45 ans de cela. Ça veut dire que si on laisse faire le combat qu'on a fait il y a 45 ans, il y en a qui ont fait de la garde à vue, ça n'aurait servi à rien du tout. Alors tout à l'heure, tout le monde a une propriété, toute plage qui est en Martinique alors. Donc nous disons non. Merci beaucoup Fanny. Ok, désolé Zouk TV, 1 minute encore en plus, mais c'est vraiment important. Donc soyons solidaires, venons demain à 9h30 à l'entrée des salines. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.